Bonsoir. Je vous propose une immersion exceptionnelle dans le quotidien à 100 à l'heure de la brigade moto de la police parisienne. Cette prestigieuse unité vient de fêter ses 100 ans d'existence. Durant plusieurs mois, nous avons filmé leurs interventions les plus spectaculaires. Course-poursuite de chauffards, escorte de véhicules d'urgence, lutte contre les délits routiers et la criminalité en tout genre. Ces policiers à deux roues réalisent plus de 200 000 interventions chaque année dans les rues de la capitale. La clope, le portable, non-respect de la priorité aux piétons, ça commence à faire beaucoup, non? Cette brigade est l'unité motorisée la plus importante d'Europe. Plus de 200 policiers, triés sur le volet, capables d'affronter toutes les situations. Des femmes et des hommes surentraînés qui interviennent à très haute vitesse. Je vais procéder à votre contrôle. Paris est devenu le théâtre d'une véritable guerre du bitume entre les usagers. La brigade moto tente de remettre de l'ordre dans ce chaos urbain et de faire respecter le code de la route, trop souvent oublié. Vous savez pourquoi on vous contrôle, monsieur? Téléphone. C'est exact. La nuit, leurs missions sont tout aussi mouvementées. Vous allez découvrir la plus longue course-poursuite de l'année. Arrête-toi! Arrête-toi! Une plongée sous adrénaline signée Mathilde Gautry pour Coverfilm et C8. Paris, 23 h. Un chauffard vient de fuir un contrôle de police. Il roule à toute allure sur le périphérique. Plusieurs policiers de la BAC sont à sa poursuite. Porte de Vincennes! Porte de Vincennes! Yann, capitaine de la brigade moto de nuit, vient prêter main forte à ses collègues pour intercepter cette bombe roulante. Ça arrive! Ah, c'est parti! Avec leur moto surpuissante, ils ont plus de chances d'intercepter le fuyard, qui semble prêt à prendre tous les risques pour échapper aux policiers. Il slalome au milieu des autres usagers, mettant plusieurs vies en danger, avant de s'engager sur l'autoroute. Le véhicule s'engage sur l'autoroute 1. Le chauffard roule à plus de 160 km/h, faisant courir de grands risques à tous les autres conducteurs. La situation devient critique. Alors Yann prend une décision radicale, aller au contact pour identifier l'individu et l'inciter à s'arrêter. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Police! Le conducteur accélère encore. Et mauvaise nouvelle, il n'est pas seul. Le capitaine a compté 3 autres personnes. Possiblement de dangereux criminels en cavale. Le chauffard est en fuite depuis plus de 40 minutes. Il se rapproche d'une barrière de péage. Il y a les gendarmes au péage. Toutes les voies sont fermées sauf celle le plus à droite. Peut-être la fin de cette folle poursuite. Mais le chauffard ne ralentit pas et défonce la barrière. Ce qu'il n'a pas vu, c'est la herse placée au sol par des gendarmes, qui a crevé 2 de ses pneus. Le véhicule en fuite est contraint de s'arrêter quelques mètres plus loin. Arrête-toi! Arrête-toi! Stop! Stop! Arrête-toi tout de suite! Tout de suite! Bouge pas! Bouge pas, Félix! 15 policiers prennent la voiture en tenaille. Ils brisent le pare-brise du véhicule pour que le conducteur ne puisse pas repartir. Les 4 occupants sont peut-être armés et dangereux. Yann et ses hommes les interpellent immédiatement. Retourne-toi, mets tes mains dans le dos! La deuxième main dans le dos, ne bouge pas, qui te tait! En France, une course-poursuite a lieu toutes les 30 minutes. Mais celle-ci est totalement hors norme. 50 km de course-poursuite de Paris jusqu'au péage de Chamond dans l'Oise. Refus d'obtempérer caractérisé, avec une fuite assez longue. On a pris la 1 sur plusieurs kilomètres. C'est une des poursuites les plus longues dans ma carrière de motocycliste. Et celle-là est particulièrement longue quand même parce que l'autoroute A1, quand on commence à prendre l'autoroute A1, on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça s'arrête. Effectivement, quand on a vu qu'il y avait la barrière de péage à 800 mètres, c'était sûr que ça allait se décanter à ce moment-là.
Yann fouille le véhicule pour tenter de comprendre ce qui a poussé le conducteur à une telle folie. Ah bah oui, regardez. Un petit pot de vodka, sinon c'est pas drôle. Ça vous appartient, monsieur? Ouais, c'est à nous tous. Ok. C'était dans votre sac? Ouais. C'était quoi le but ce soir? C'est vraiment le conducteur. Bah vous étiez dans la voiture? Ouais. C'était quoi le but? Je sais pas c'est quoi le but, je suis pas dans sa tête. Ah ouais? Grâce à Yann et les autres policiers, un grave accident a sans doute été évité. Bon les gars, je voulais vous dire merci pour votre professionnalisme et d'avoir bien gardé vos distances, etc. Pas de prise de risque inutile. C'est parfait, intervention nickel. Les 4 individus sont placés en garde à vue. Les investigations confirmeront un taux d'alcoolémie important pour le conducteur. Il n'avait plus qu'un seul point sur le permis de conduire. Il risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende et la suspension totale de son permis. Mais je suis étonné qu'il se soit écrasé contre le camion. Parce que... Non, en fait, la voiture, elle a roulé tout doucement, et elle s'est stoppée. Hein. Ah ouais. Il tape pas le camion. Yann sait que ce soir, il a mis hors d'état de nuire des délinquants qui mettaient en danger de nombreux automobilistes. Grosse frustration si on n'avait pas pu les intercepter, ça c'est sûr. Et je pense que tous les collègues ici, on n'aurait jamais lâché tant qu'on n'avait plus une goutte d'essence dans la moto, quoi. Ça c'est une évidence. C'est en plein cœur de Paris, sur l'île de la Cité, que se trouve le QG de cette brigade d'élite. Ensemble, garde à vous. La compagnie des motocyclistes parisiens qui fête son centenaire est la plus grande d'Europe. 210 motards chevronnés, hommes et femmes, qui risquent leur vie chaque jour sur le bitume parisien. Contrôle routier, lutte contre les incivilités et les comportements dangereux. C'est malin, hein. Escorte de SAMU ou interpellation de criminels, ils comptabilisent 220 000 interventions et verbalisations chaque année, grâce à leur bolide capable d'atteindre les 200 km/h en quelques secondes. Véhicule intercepté. Pierre, 40 ans, fait la chasse aux véhicules qui ne respectent pas le code de la route et qui rendent la circulation parisienne cauchemardesque. La clope, le portable, non-respect de la priorité aux piétons, ça commence à faire beaucoup, non? Le motard est aussi spécialisé dans la traque de faux documents. Il y a un problème avec le permis ou pas? Et rien ne lui échappe. On va vérifier si cette attestation provient bien d'un assureur. Policier le jour, pompier volontaire la nuit, à seulement 23 ans, Joris est l'un des meilleurs espoirs de la compagnie. Avec son binôme, Jonathan, il travaille en civil pour venir en aide aux Parisiens. Voilà la rapure d'invalide. Joris fait aussi partie de l'unité Brave M, la brigade de répression d'actions violentes motorisées. Il va devoir sécuriser une manifestation très tendue. Alors là, on a eu les informations comme quoi il y a des collègues qui se seraient fait caillasser. On va voir si on peut porter main forte. Ah d'accord. Oh, il était pas là. Yann, 25 ans de service, veille sur la sécurité des habitants une fois la nuit tombée. Son rôle, débusquer les chauffards qui espèrent passer inaperçus. Vous savez pourquoi vous l'avez fait? Ah oui, pour échapper au radar. Voilà. De toute façon, on est des motocyclistes, on sait comment ça se passe. Hein. Si ce n'est qu'on n'est quand même pas des imbéciles, quoi. C'est ça que je veux dire. Aurélie et Johanna, 2 jeunes motardes, forment un binôme exclusivement féminin, le seul en France. Elles luttent contre les fléaux urbains comme le téléphone au volant. Ouais, j'en vois un. Ou les trafics en tout genre. Vous me présentez ce que vous avez dans vos poches, s'il vous plaît? Vous posez là par terre? Jean-Pierre, 48 ans, est lui chargé de missions particulièrement sensibles. On est appelé sur une escorte SAMU, donc le problème c'est que c'est pas à côté là. Il va falloir rouler un peu, on va dire. Escorter ambulance et convoi sensible dans l'enfer de la circulation parisienne. Oh, avance, allez. Des vies dépendent de sa rapidité, alors tous les moyens sont bons pour arriver à bon port. Pendant plusieurs mois, nous avons vécu les missions sous haute tension de ces anges gardiens de la route. Paris est la ville la plus embouteillée de France. Bus, taxis et voitures encombrent la circulation.
Alors, pour gagner du temps, beaucoup choisissent un deux roues. Chaque jour, 100 000 deux roues circulent dans Paris. Un chaos urbain où se côtoient aussi trottinettes, vélos et même monoroues. Les infractions commises par les deux roues ont bondi ces dernières années. Plus de 270 000 en 2019. Franchissement de lignes blanches, voie de bus. Pour aller plus vite, chacun s'engouffre dans la voie de l'autre. Monsieur, vous allez sur la route! Pas possible ça, vous mettez en danger les cyclistes! La capitale est le théâtre quotidien d'altercations entre usagers. Regarde ça! Vous avez un feu rouge! Pierre, motocycliste dans la police depuis 11 ans, a une obsession. Rappeler à l'ordre ces conducteurs dangereux pour protéger les autres usagers de la route. En général, lorsque c'est un petit peu bouché, tout le monde prend beaucoup de liberté. Et c'est là où il y a pas mal d'infractions et des dangers. Donc on va regarder tout ça de plus près. Et après seulement 2 minutes de patrouille près de l'hôtel de ville, dans le centre de Paris, il n'entend rien avec son casque. Il tombe sur un cycliste qui confond trottoir et voie cyclable. Bonjour. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Alors, oh. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous entendez pas avec vos écouteurs, hein? On met la sirène. Il y a plein de sirènes partout, je pensais pas que là, il n'y avait que nous. Expliquez-moi ce que vous faites sur le trottoir, monsieur. Je travaille juste en bas là. Ouais. Je voulais descendre par là sur les quais de Seine. D'accord. Donc s'il n'y a pas de piste cyclable, c'est pour les piétons. Vous vous transformez en piéton. Pour les 100 mètres que vous venez de faire en pédalant, ouais. Vous descendez, vous poussez votre vélo. C'est vrai que parfois, en vélo, on aimerait faire comme à pied, mais on oublie que c'est un véhicule aussi et qu'il faut suivre quand même les règles du code de la route. J'ai pas du tout l'habitude de prendre les trottoirs, c'était juste là, je pensais qu'il y avait une piste cyclable dans l'autre sens. Il n'y avait pas et je devais juste aller là, donc voilà. C'est vrai que j'aurais pu descendre du vélo. Mais... Et ce n'est pas sa seule infraction. Depuis 2015, il est formellement interdit de rouler à vélo avec un casque audio. Les 2 infractions que vous avez commises sont importantes, sont graves et sont sanctionnées par des verbalisations assez chères. Pour le trottoir, je vous verbalise pas. Pour les écouteurs, on a eu beau crier, faire des sirènes, etc., on n'entendit rien. Et ça, c'est extrêmement grave parce que si y a quelqu'un qui klaxonne, vous n'allez rien entendre. Et en vélo, c'est important. Je vous verbalise pour ça. Tenez. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir, merci. L'homme repart à pied avec une amende de 90 €. La patrouille reprend et presque à chaque coin de rue, Pierre constate des infractions. La clope, le portable, non-respect de la priorité aux piétons, ça commence à faire beaucoup, non? Qu'est-ce que vous faites dans la circulation? Pourquoi vous ne mettez pas dans les couloirs pour les vélos? Attention, il y a le bus. Attention, il y a la moto derrière. Et tout à l'heure, quand il y avait vert pour les piétons et qu'ils traversent, c'est à vous de vous arrêter. Pas à vous de forcer le passage parce qu'ils ne vont pas lutter. Hein. S'il vous plaît. Allez, au revoir. Bonjour. Vous êtes devant le passage piéton, c'est dangereux. Là, s'il y a quelqu'un qui veut traverser, il est masqué par la camionnette. Alors vous mettez après. Allez-y, juste après. En quelques années, Pierre a vu la circulation de Paris se dégrader. Mais c'est exactement ce genre de situation qui m'a donné envie de faire ce métier, en fin de compte, et d'agir pour lutter contre l'insécurité routière, parce que lorsque je me baladais dans Paris en vélo ou en roller, ou même en moto, j'ai constaté qu'il y avait quand même beaucoup à faire, et ça m'a donné envie d'agir. Donc voilà comment je suis devenu finalement motard dans la police. Une des infractions les plus courantes et les plus risquées, l'utilisation de la piste cyclable par les scooters. Chaque jour, des tensions éclatent entre les usagers. Tu dis pas pardon. Tu t'excuses pas. C'est malin, hein. Pierre traque sans relâche ces conducteurs qui ne respectent pas la loi. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Regardez la différence. Elle pédale, et vous faites ça simplement. Vous, votre place, elle est là-bas. Non, non, non. Arrêtez-vous et vous laissez passer. C'est n'importe quoi. Regardez, sur les passages piétons, c'est pas pour vous, ça. C'est irrespectueux, ça. Il y a des gens qui traversent et vous passez là. Pour ce type d'infraction, l'amende est de 135 €. Pas toujours de quoi dissuader les propriétaires de deux roues trop pressés. Alors, les roues sont pas assez grandes, monsieur?
Venez avec moi. Faites attention, en fait, Bah, si. contre-allée. Ce scooter a carrément dévalé une piste cyclable, pourtant séparée par un trottoir. Il faut se poser les bonnes questions. Si vous voyez une voie vide déjà, faut que ça interroge. Et si en plus elle est très étroite, il faut se dire c'est forcément pour quelqu'un qui... Après, bah, peut-être un jour ils vont créer des voies que pour les scooters. On n'y est pas encore. L'homme est immédiatement verbalisé. Avec son puissant scooter, il aurait pu causer un grave accident. Les jeunes en vélo s'attendent à trouver uniquement d'autres vélos, mais trouver des scooters beaucoup plus lourds, c'est un risque aussi de différence de vitesse. Et puis en cas de chute, eh ben, c'est pas un vélo contre un autre vélo, c'est un scooter qui est nettement plus lourd et qui pourrait peser lourdement sur une jambe par exemple. Depuis plusieurs années, les policiers doivent aussi composer avec de nouveaux engins, comme ce monoroue qui descend le carrefour à contresens. Bonjour l'ami, ici s'il vous plaît. Alors monsieur, vous avez vu là-bas, vous avez fait tout le chemin à contresens. Je fais très attention, je suis père de famille. Ces machines peuvent atteindre les 45 km/h et sont souvent conduites sans aucune protection. Et alors ces engins, normalement il n'y a pas une obligation par rapport au casque? Non, apparemment non, pas encore. Si, depuis juillet dernier. Ah oui, Ouais. Voilà. Tous les nouveaux engins font presque 300 blessés par an dans les villes françaises. En l'absence de réglementation, c'était le grand n'importe quoi entre les trottinettes pas électriques, les trottinettes électriques, ceux qui vont vite, les vélos, bref, est devenu à un moment donné une bête noire. Et l'idée c'était de la faire accepter dans le nouveau paysage, mais avec une réglementation. Allez, merci. Allez, au revoir. Malgré les dizaines d'infractions qu'il constate chaque jour, Pierre refuse de baisser les bras. Moi, je reste un éternel optimiste. Je suis persuadé qu'il y aura une solution, une issue positive. Donc, force est de constater que les choses ne s'améliorent pas toujours vraiment comme on pourrait l'espérer, ou beaucoup plus lentement, et ce sera peut-être pour des générations futures. On a tendance à croire qu'on va laisser un monde plus pourri à nos enfants. En tout cas, j'essaie d'œuvrer pour que ce ne soit pas si pourri. Au QG de la brigade moto, Joris, 23 ans, s'apprête à partir en patrouille avec son collègue Jonathan, 36 ans. Joris est l'un des plus jeunes motocyclistes de la brigade. Le duo travaille en civil. Aujourd'hui, on va essayer de traquer des infractions un peu plus grosses que ce qu'on peut faire habituellement en moto sérigraphiée. Là, ça va être un peu plus facile de les trouver parce qu'on est moins visible. Leur mission, surveiller les grands axes de la capitale à la recherche de comportements dangereux sans être repérés par les autres automobilistes. On va se mettre là. Ils se postent sur les quais de Bercy, dans le sud de la capitale. Une zone où les excès de vitesse sont fréquents. Alors là, la limitation, c'est 50 km/h, sachant qu'on sort juste de l'autoroute ou du périphérique. C'est des portions limitées à 110 et 70. Et là, on arrive directement sur une zone à 50. Chose que les gens oublient assez souvent. Les motards observent le trafic depuis ce pont lorsque cette moto passe à toute allure. Elle slalome entre les voitures et met de nombreuses vies en danger. Joris et Jonathan la prennent en chasse immédiatement. Pour revenir à sa hauteur, ces policiers pilotes doivent atteindre les 190 km/h. À cette vitesse, le moindre écart est fatal. Mais Joris sait qu'il doit arrêter ce motard inconscient. Monsieur, bonjour. Monsieur, saviez-vous à quelle vitesse vous rouliez? Non. Oui, mais vraiment, je sais que j'étais au-dessus. Ah, mais je ne l'ai pas dit. D'accord. Alors la petite idée que moi j'ai, c'est que mon collègue et moi-même, pour vous rattraper, sommes montés à 190 km/h. Ah, mais on sent pas la... On sent pas la vitesse, mais après, c'est pas une raison, non? Monsieur, si moi je cherche à vous rattraper à 190, vu la distance que j'avais, pour moi vous étiez minimum à 120 centres. Oui. Ces modèles de grosses cylindrées sont bien connus des policiers. Sur 10 usagers tués en 2 roues, 8 conduisent ce type de moto. Des véhicules d'exception dotés d'un moteur surpuissant. On est tellement à l'aise dessus et... Voilà, c'est une moto qui est lourde et on se rend pas compte. Sans radar, impossible d'attester légalement de sa vitesse.
L'homme écope d'une simple amende de 90 €. Joris tente de lui faire prendre conscience de la dangerosité de son comportement. Voilà, vous vous pressez pour aller récupérer un truc. Si vous arrivez jamais parce que vous avez un accident, vous n'allez pas le récupérer. Ça marche? Puis derrière, je pense que vous avez une famille qui quand même tient à vous. Et à force de conduire vite, je dis pas que vous conduisez mal, hein, mais pas forcément en prenant toutes les précautions d'usage, on finit forcément par avoir un accident un jour ou l'autre. La survitesse est l'un des premiers facteurs d'accident. Elle est responsable de 27% des morts sur les routes de France. Joris et Jonathan décident donc de mettre en place un dispositif radar avec 2 autres collègues. Ils ciblent désormais les usagers en très grands excès. 99 km/h, soit 2 fois la vitesse autorisée en pleine ville, au beau milieu du trafic. Les 2 policiers doivent neutraliser au plus vite le chauffard. Une véritable bombe roulante. Je vais procéder à votre contrôle. Avec sa moto, Joris bloque l'homme pour éviter qu'il ne prenne la fuite. Alors pour votre information, vous faites l'objet d'un contrôle de vitesse. Avec une vitesse de 90 km/h, 99 km/h pour 50. Au-delà de 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, la suspension du permis de conduire est immédiate. Le but, dissuader ces fous du guidon de recommencer. Vous êtes déjà connu, monsieur, pour la vitesse? Ouais, je suis connu. Ah bah oui. Multirécidiviste des excès de vitesse, l'homme a déjà perdu son permis de conduire il y a 5 ans. La circulation reste quand même assez dense pour Paris. Il y a moyen de se faire renverser par un autre véhicule. Donc ce qui est quand même assez inconscient quand on est à 2 roues et qu'on utilise son 2 roues tous les jours. Parce qu'on est censé avoir connaissance des risques. Reconnaissez-vous cette infraction? Le conducteur ne reconnaît pas l'infraction qu'il contestera peut-être par la suite. Mais cela ne change rien. Joris et Jonathan déclenchent la procédure de retrait immédiat. Alors là, le permis va être gardé. Monsieur ne va plus avoir le droit de faire usage de son permis de conduire. Donc il pourra conduire un cyclomoteur s'il le souhaite. Le motard repartira à pied. Chaque année en France, environ 13 millions d'infractions à la vitesse sont constatées. Les conduites dangereuses ne sont pas le seul fléau contre lequel Joris et Jonathan luttent cet après-midi. Tout droit. Dans leur viseur également, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Les vols à l'arraché. Depuis plusieurs semaines, des bandes spécialisées dans ce genre d'attaques sévissent dans la capitale. Comme on le voit sur ces images de vidéosurveillance, où les voleurs s'emparent d'un collier et d'un sac. Des vols aussi rapides que traumatisants. La police traque ces bandes sans relâche, car leurs attaques ont augmenté de 30% ces derniers mois. Alors, leurs victimes, souvent, ça peut être tout le monde et n'importe qui, hein, aussi bien un touriste qu'une personne du quartier. Il suffit juste qu'ils voient qu'il y a un petit peu de valeur sur la personne ou qu'elle sorte d'une boutique avec un sac qui les intéresse. Et puis là, ils vont passer à l'action et ils vont commettre le vol sur la personne. Joris et Jonathan n'ont pas choisi ce jour-là par hasard. Il fait beau, les gens sont moins sur leur garde et les rues sont bondées. Des conditions propices au passage à l'acte pour les voleurs. Les motards ne se sont pas trompés. Vol à l'arraché aux invalides. Une bande vient de commettre un vol à l'arraché tout près des Champs-Élysées. Les 2 voleurs ont réussi à dérober une chaîne en or. Ils ne le savent pas, mais ils sont suivis à la trace par d'autres policiers via le système de vidéosurveillance parisien. Ils guident Joris et Jonathan en direction des voleurs. 750 de la 315 Charlie, on arrive au stade de la Concorde, position des individus SGP. Comme souvent, les voleurs essaient de prendre la fuite dans le métro pour se fondre dans la masse. Joris et Jonathan n'ont que quelques secondes pour les arrêter avant qu'ils ne montent dans une rame.
c'est pas eux là. Les gars, mettez-vous par là. Messieurs, bonjour. Auriez-vous une pièce d'identité à nous présenter? L'un des deux individus correspond à la description. Mais pour être certain de ne pas commettre d'erreur, Joris et Jonathan s'en remettent au témoignage de la victime qui vient d'arriver. Confirmez que c'est eux? Allez. Il vous a dérobé quelque chose? Il a arraché sa chaîne, il a gardé le pendentif dessus en Grâce à leur moto et à leur réactivité, Joris et Jonathan ont rattrapé les voleurs in extremis. Un soulagement pour les victimes, souvent traumatisées après ce type d'agression. Du coup, vous, ça va, vous n'êtes pas blessé par contre? Non, moi c'est bon. C'est juste la chaîne? C'est juste la chaîne qui m'a un peu heurté. Ils ont commencé à essayer de me parler. J'ai senti qu'il allait se passer quelque chose de louche. Du coup, c'est pour ça que j'avais demandé de reculer. Et c'est à ce moment-là où j'ai senti un gros truc m'arracher du cou. Et j'ai senti directement que c'était pas normal et je suis parti voir parce que je suis en Montpellier. En moyenne à Paris, plus de 50 000 personnes sont victimes d'un vol à l'arraché chaque année. Ah là, une affaire comme ça, oui, on est fiers parce que bon, on est plus habitué à faire de la police route. Quand on fait des petites affaires qui sortent un petit peu de notre quotidien, on va dire, c'est sympa quoi. À quelques kilomètres de là, Jean-Pierre à droite et Johan à gauche, 48 et 38 ans, sont eux chargés d'une escorte à haut risque. Les deux hommes sont parmi les plus expérimentés pour ce type de mission. Là, on prend Gambetta, Bagnolet, périph' extérieur à 13. Ils doivent escorter un convoi de transport d'armes saisi par la police à de dangereux criminels. En tout, 380 fusils à pompe, carabines ou fusils de chasse et plus de 10 000 munitions. Une marchandise dangereuse pour une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros qui ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. On demande les motos pour que le cortège soit toujours en déplacement. C'est plus difficile à stopper un camion qui est en déplacement qu'un camion qui est à l'arrêt dans les bouchons, quoi. Le pire scénario, ça serait que le camion se fasse attaquer, quoi. Mais bon, croisons les doigts. En plus de Jean-Pierre et Johan, le camion est protégé par des hommes de la COTEP, un service spécialisé dans les transports à haut risque. Allez, on avance! Lors de ces escortes particulièrement sensibles, le rôle de chaque motard est crucial. Johan est l'ouvreur, il est chargé de dégager la voie. Jean-Pierre est le régulateur. Son rôle est de guider le camion d'armes sur l'itinéraire ouvert par Johan. Pour sécuriser au maximum le convoi, Jean-Pierre dégage 2 voies du périphérique. L'objectif est qu'aucune voiture ne s'approche du camion et surtout que le convoi soit toujours en mouvement. Il ne doit jamais s'arrêter pour minimiser les risques d'attaque. Mais la circulation se sature, le convoi ralentit. Les motards commencent à le perdre de vue. Alors Johan et Jean-Pierre forcent les automobilistes récalcitrants à se rabattre. Oh, allez là! Le camion sort enfin des bouchons. Dans ce type d'escorte ultra sécurisée, tous les véhicules sont suspects, surtout dans les tunnels, où exfiltrer le camion serait compliqué pour les motards. Et justement, cette imposante voiture noire sur la voie de gauche ralentit anormalement. Les policiers lui font signe de dégager la route. Mais quelques mètres plus tard, elle se place devant le convoi pour le ralentir. Une méthode utilisée par certains commandos lors des attaques de fourgons. Et soudain, bloqué, le camion force le passage et percute la voiture. Jean-Pierre a entendu le choc. Il sait que le convoi est menacé. Il met les gaz pour inciter le camion à accélérer. Le motard décide de le faire immédiatement sortir de la voie rapide. Après quelques kilomètres interminables, le camion arrive enfin à destination.
Ça a accroché? Ouais, ça a touché un peu, ouais. En fait, le mec, il a pas ralenti, il s'est collé derrière la médiane. Moi, j'avais le camion à droite, j'ai voulu me déporter. On était en train de bloquer à l'arrière un merco qui voulait... Du coup, je m'en doutais parce que je lui ai fait signer au moins 15 fois. Et je voyais qu'il n'était pas décidé. Il fait des signes, ils veulent pas, ils comprennent pas ou ils ont pas envie, les gens. Des fois, ils ont pas envie. Ouais, j'espère qu'il est assuré, quoi. Bah, j'espère aussi. Hein. Voilà. Jean-Pierre et Johan ont rempli leur mission. L'arsenal sera détruit dans ce local. La brigade des motocyclistes, qui rayonne dans toute l'île de France, opère aussi sur les départements limitrophes à Paris, comme la Seine-Saint-Denis, très touchée par les délits routiers. Ce soir, la brigade du 93 met en place une opération d'envergure, sous les ordres de Renaud, commandant. Sur ce genre de dispositif, vous le savez, en condition optimale de sécurité pour vous tous. Premièrement, les motocyclistes, je le dis, je le répète, je le martèle, l'airbag est branché, systématiquement. Une trentaine de policiers est mobilisée. Donc l'objectif, c'est la lutte contre les grands excès de vitesse, la lutte contre la délinquance routière. On est également investi dans la lutte contre la délinquance générale. Donc ce soir, on est multithème. Le major Tai, 16 ans d'expérience, est un habitué de ces dispositifs. Ce soir, il cible la Nationale 3, un axe routier très fréquenté, limité à 90 km/h. T'as suivi, hein, s'il y a des grosses vitesses, c'est toi qui les prendras. Un opérateur en civil est chargé de relever les vitesses sur un pont à l'aide de ses jumelles. Les motards attendent son signalement sur la bretelle pour intercepter les contrevenants. Quelques centaines de mètres plus loin, à la sortie suivante, d'autres policiers les verbalisent. En cas de grand excès de vitesse, c'est une suspension immédiate du permis. Ce soir, les policiers déploient l'artillerie lourde. Ils savent que les contrôles peuvent dégénérer. On ne sait pas du tout à qui on a affaire. On ne sait pas si ce sont des citoyens qui rentrent du travail et qui pressent de rentrer, ou ça peut être aussi des personnes qui transportent des substances ou autres matières interdites. Ça peut être aussi des personnes qui n'ont pas le permis de conduire, peut-être prendre tous les risques pour ne pas se faire, entre guillemets, intercepter. On ne sait pas du tout à qui on a affaire. Lors de ces dispositifs, les motards sont en première ligne. 143, l'utilitaire blanc, 143. Cette camionnette blanche fonce à toute allure sur la nationale. Plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse limite. Le major Tai doit l'intercepter avant la prochaine sortie. Véhicule intercepté. Je prends main, s'il vous plaît. Vous rentrez du travail? Oui, mais je suis livreur. Livreur, d'accord, ok. Si vous êtes verbalisé pour un excès de vitesse? Ah non, monsieur, il n'y a pas de monsieur. Non, monsieur, la différence est trop grande, monsieur. Le permis de conduire de l'automobiliste est suspendu pour 6 mois et retiré sur le champ. Les policiers sont d'autant plus intransigeants que la Nationale 3 est un des axes les plus accidentogènes d'Île-de-France. On arrive sur une nationale qui n'est pas éclairée d'une part. D'autre part, on a des animaux qui peuvent traverser. Il n'y a que 2 voies et en plus, la chaussée n'est pas terrible. Il y a eu pas mal d'accidents au niveau de cet axe, où il y a eu des blessés qui étaient assez graves, notamment en 2 roues. Le major a à peine le temps de se remettre dans la file d'interception qu'une nouvelle alerte tombe. Une voiture glisse, 189 km/h, soit presque 100 km au-dessus de la vitesse autorisée. Les motards doivent au plus vite intercepter le chauffard. À cette vitesse, il met en danger la vie de tous ceux qu'ils croisent. Véhicule intercepté, attention, il essaie de s'arrêter avant. Le major Tai redoute que l'homme ne freine pour dévier sa trajectoire au dernier moment et échapper au contrôle. Que des effectifs se rapprochent de la sortie parce que lui, je ne le sens pas du tout. Quand ils savent qu'ils risquent gros, certains chauffards aggravent leur cas en commettant un délit de fuite. Monsieur, vous êtes titulaire du permis de conduire? Non. Donc voilà. L'exemple type du conducteur qui ne respecte pas l'imitation et qui n'a pas de permis. C'est fréquent? Oui. Le conducteur n'a tout bonnement jamais passé son permis de conduire. Il risque une amende de 15 000 €, 1 an de prison
et une interdiction de passer l'examen pendant plusieurs années. Il est immédiatement conduit auprès d'un officier de police judiciaire pour être placé en garde à vue. En interpellant ce chauffard, le major Tai Tai sait qu'il a protégé de nombreux autres automobilistes. On œuvre pour la sécurité de tout le monde, en enlevant ces personnes qui prennent la route pour un terrain de jeu, qui peuvent causer des accidents corporels graves. Notre récompense, c'est ça. C'est en fait compte, on sait que ces personnes, pour ce soir, ne causeront pas d'accident puisqu'elles ne pourront plus rouler. Au bout de 2 heures, l'opération de police prend fin. Messieurs, merci à vous. Fin du dispositif. Pour résumer, une petite quinzaine d'excès de vitesse de constater. Pas d'accident nous concernant, c'est parfait. En Seine-Saint-Denis, les hommes de la brigade moto doivent aussi faire face à un autre type de délinquance. Ousmane, 37 ans, a intégré l'unité il y a seulement 2 ans. Et pour sa première affectation, il doit faire ses preuves en Seine-Saint-Denis, ce département qui possède un des plus forts taux de criminalité en France. Il y a un risque de tomber sur quelqu'un de dangereux, qui refuse d'obtempérer, qui peut nous percuter carrément sur un... Voilà, qui prend la fuite. Alors si nous, la police, on n'est pas le rempart de ces personnes-là, je ne me demande pas c'est pas citoyen qui va le faire. Dans ce département, souvent saturé par les bouchons, être policier à moto est un vrai avantage. On est tout le temps dans les écoutes radio, ce qui nous permet, nous, en tant que motards, d'avoir une rapidité d'intervention sur les lieux. Et donc voilà, une prise en charge assez rapide. Les policiers ont à peine pris leur service qu'une alerte très inquiétante retentit sur leur radio. Un immeuble serait en train de prendre feu. C'est une urgence absolue. Il faut sécuriser la zone pour l'intervention des pompiers. Mais la cité dans laquelle a lieu l'incendie est très sensible. Allez, oh, ouais. Grâce à leur moto, Ousmane et son collègue parviennent sur place en moins de 5 minutes. Où ça? Quel étage? Taser à la main, les 2 policiers sont sur leur garde. Il arrive parfois que ce soit de faux appels au secours et que des voyous tendent des guet-apens aux forces de l'ordre. Mais pas cette fois. D'autres policiers sont déjà sur place. Attention à vous. Bon, c'est un saunier qui a pris feu. Le feu n'a rien d'accidentel. Tout part d'une dispute familiale qui a viré au drame. Un individu qui a donné un coup de marteau à sa mère. Et lorsque les collègues ont voulu intervenir, il a mis le feu pour leur faire une embuscade. Il faut retrouver l'homme au plus vite. Il est connu des services de police et aurait encore l'arme sur lui. Il pourrait agresser d'autres personnes. Ouais, j'ai la photo du type. Et apparemment, il a des petites traces. Et c'est d'une violence inouïe, ça vous étonne? Non, ça m'étonne pas. Et c'est assez délictuel ici, donc voilà. Un pétage de plomb d'un mec le matin qui frappe sa mère à coup de marteau, il n'y a plus rien de surprenant ici. L'agression s'est passée il y a une quinzaine de minutes. En si peu de temps, le fugitif n'a pas pu aller bien loin. Une veste Quechua, je me rappelle la veste Quechua. Ouais, vers kaki, ouais. Grâce aux motos, les policiers se faufilent partout et fouillent le secteur dans les moindres recoins. Je cherche quelqu'un. Police. C'est un moment où on a vraiment tous les sens qui s'éveillent. On doit avoir une bonne vision, on doit être à l'écoute de la radio pour avoir d'éventuelles informations sur le mise en cause. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez palpable, on va le dire. Après quelques minutes de recherche, les motards aperçoivent cet homme. Il correspond au signalement de l'individu recherché. Les policiers l'appréhendent en douceur. Bonjour monsieur, vous venez d'où là monsieur? Je sors de chez moi, je vous travaille. Vous avez une petite pièce d'identité rapidement, s'il vous plaît? J'ai pas ma pièce routine, ouais, c'est ça. Ah, vous habitez où? Formosa. Quel étage vous habitez? Okay. On va faire une petite vérification, ça va aller très vite. Pour savoir si l'individu qu'il contrôle est bien celui qu'il recherche, les policiers vont utiliser un tout nouveau système.
la reconnaissance faciale. Hop, on n'arrête pas le progrès. Hop là, voilà. Le logiciel compare le visage de l'homme avec la base de données du fichier des antécédents judiciaires. Il n'y a rien qui me correspond. Ok, bon, c'est bon. Okay. Allez, bon. Allez, monsieur, bonne journée. Contrairement à l'homme recherché, le suspect n'a pas de casier. Il est donc mis hors de cause. Les policiers repartent. 30 minutes se sont écoulées depuis l'agression. Il y a de fortes chances qu'on n'arrive pas à le trouver. Hein. Mais bon, après, c'est pas grave. Il y aura quand même une suite judiciaire. Il y aura une fiche de recherche, je pense, à son encontre. Et puis ensuite, les effectifs locaux vont le retrouver. À ce jour, le suspect n'a toujours pas été retrouvé. Et il n'est pas rentré chez sa mère. Les policiers craignent qu'il ne s'en prenne de nouveau à elle et font régulièrement des rondes dans le quartier. Ousmane et son collègue reprennent leur patrouille. En Seine-Saint-Denis, un simple contrôle routier peut souvent déboucher sur une affaire plus grave. Téléphone ? Monsieur, il fallait rester dans votre véhicule, monsieur. Ousmane arrête ce conducteur pour usage de téléphone au volant. Est-ce que vous avez une identité sur vous, quelque chose de probant? J'ai rien sur moi. Est-ce que vous êtes connu des services de police ou pas? Non, pas du tout. Jamais de problème. Bon, monsieur, vous savez que le téléphone, c'est pas bien. L'homme est coopératif et reconnaît sa faute. Mais Ousmane et son collègue restent méfiants. Un conducteur sympathique peut aussi tenter de dissimuler quelque chose. Une technique bien connue des policiers. Monsieur, est-ce que vous avez quelque chose sur vous ou dans la voiture? Non, pas du tout. J'ai du matériel dans la... Laissez-moi finir. Sur vous dans la voiture de dangereux, de... Pas du tout, pas du tout. Prohibé, rien du tout. Pas de couteau, pas de gazeux, rien du tout. D'accord. J'ai un truc là, mais c'est pour ma fille. Hein? Pourquoi votre fille? Il joue à... comment ça s'appelle? Ah non, ça c'est pas... Non, monsieur. Monsieur, vous êtes en train de me dire que votre fille elle joue au baseball avec ça? Je jure. Donc elle tape sur quoi là? Vous avez au moins les balles qui vont avec? Les balles, vous les avez avec alors? Qui vont avec? Oui, mais Ce type d'arme est souvent utilisé dans des rixes. Elles sont nombreuses dans cette zone. Il y a quelques semaines, un homme de 26 ans a été battu à mort avec un objet similaire. La mise hors circuit de ces armes est devenue une priorité pour les policiers. Ce qu'on appelle les armes par destination, c'est que c'est un morceau de bois mais qui peut faire très mal à mauvais escient. T'as descendu et puis on fait un petit palpation. Dangereux sur vous? Jamais de la vie. Jamais de la vie, monsieur. J'ai la ventoline, parce que j'ai l'asthme. Ouais, et là c'est quoi? Regarde. Les médicaments? Les médicaments. Pendant qu'Ousmane interroge l'individu, son collègue, qui est officier de police judiciaire, fouille la voiture à la recherche d'autres objets interdits. Et bien caché sous un tas de papiers, il trouve une mallette d'armes à feu. C'est une mallette d'armes, ça, monsieur, non? Ouais, mais j'ai là, non, c'est pourquoi? Elle est où, elle est où, là? Ah non, à la maison, monsieur. Il y a les papiers là-bas. Attendez, monsieur, allez-y, posez tout là, ici, posez tout ici. Cette mallette vide est la preuve que l'homme possède une arme à feu. En France, leur détention est très réglementée. Il faut être chasseur, tireur sportif ou collectionneur et avoir passé un permis. Ouvrez, monsieur, ouvrez s'il vous plaît, que je puisse bien regarder. Ok. L'arme reste introuvable. Mais Ousmane et son collègue vont sévir pour la batte de baseball et l'usage du téléphone au volant. La batte à portée de main comme ça, c'est interdit. D'accord? Ok, on sait très bien qu'il ne faut pas faire du baseball. Donc on va vous verbaliser pour le portable. Vous recevrez à la maison une petite verbalisation pour le portable. Évidemment, la batte, on va la garder. La batte de baseball est saisie et sera détruite. Chaque année, la brigade moto du 93 réalise des milliers d'interventions de ce type. Retour dans les rues de la capitale. Le rush des travailleurs qui embauchent est toujours une période où sont commises de nombreuses infractions. Pour les repérer en toute discrétion, aujourd'hui Pierre ne porte pas d'uniforme. On n'est pas complètement discret, on reste quand même assez identifiable. On est quand même armé, les gens pourraient s'inquiéter. On va essayer d'aller à gauche, mais du coup ça va y avoir peut-être des infractions. Avec son collègue David, il patrouille sur cette moto banalisée. Au niveau des tenues et de la moto, on est un petit peu plus discret qu'en patrouille normale. Et l'objectif, c'est de repérer dans la circulation les comportements dangereux et irrespectueux de certains conducteurs. Les policiers ne vont pas attendre bien longtemps. Ils aperçoivent ce scooter qui franchit une ligne blanche.
Là, il y a une voiture qui tourne, il se fait percuter. Et il est avec sa plaque qui est bien masquée avec de la graisse. Rendre illisible sa plaque d'immatriculation. Une technique que le policier connaît bien, souvent utilisée par les deux roues pour commettre des infractions en toute impunité. Il prend le couloir de bus. Ah bah tiens, c'est plus facile de le griller. Le conducteur pense être suivi par un autre usager et continue d'enfreindre le code de la route. Allez, un deuxième. On va lui dire bonjour. Venez, mettez-vous à droite, vous serez plus à l'aise. Mettez-vous devant nous. Allez-y. Alors monsieur, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été irréprochable? Je sais pas, je crois que ça a cafouillé un peu au feu là. Ça a cafouillé au feu? Ouais. J'ai pas fait très attention, j'aurais dire. Vous n'avez pas fait attention? Et ça m'inquiète encore plus. Bah, Je crois qu'il faut encore quelqu'un qui grille un feu. Ah, j'ai grillé le feu? Oui. Oh, merde. Vous avez grillé plusieurs feux? Non. Si? Maintenant qu'on a fait connaissance. Mettez-vous là et regardez votre plaque. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? Non, elle est là, ça. Il y a ce petit chiffon sur la chaîne, d'accord? Et puis alors, qu'est-ce que c'est toute cette saleté sur cette plaque? C'est la graisse de la chaîne du scooter? Je sais pas. Non, moi non plus. Parce que... Je l'avais déjà. Ah bon? Frotté, mais quand? En quelle année? Ah, il y a 10 ans. Ah, c'était il y a 10 ans. Je me suis fait Bah oui, mais en 10 ans, ça s'est sali. Ouais, allez-y, il faut assister peut-être. Bon, allez. On vérifie votre permis et puis vous allez avoir quelques contraventions. L'homme sait qu'il risque gros, alors il tente de négocier. Au chômage partiel, là. Je suis en que dalle, monsieur. Alors ça, je comprends, surtout dans cette période. Mais enfin, monsieur, vous avez pris beaucoup de liberté avec le code de la route, là. Pierre veut marquer le coup tout en se montrant compréhensif. L'homme écope de seulement 112 € d'amende au lieu des 270 prévus. Et il ne perd pas de points. C'est dissuasif. J'ai un salaire de 1 300 €. À Paris, les accidents de vélos, de trottinettes, de scooters et de motos ont fortement augmenté ces 2 dernières années. Notamment les motos les plus puissantes. Une rue plus loin, Pierre repère une machine de grosse cylindrée. Au feu vert, elle démarre en trombe. David, le collègue de Pierre, doit accélérer à plus de 100 km/h en plein Paris pour le rattraper. Quelques mètres plus loin, il s'engouffre dans cette voie étroite, sans jamais repérer la police qui le suit de près. Ouais, on va contrôler. Pierre décide de stopper immédiatement cette bombe roulante qui fait courir un risque à tous ceux qui croisent sa route. Bonjour monsieur, c'est la police. Vous faites beaucoup trop d'infractions. Quand on roule comme ça, il vaut mieux avoir un casque attaché. L'homme tremble et paraît inquiet. Pour Pierre, c'est le signe que le jeune chauffard cache quelque chose. Votre permis alors? Excusez-moi, je vais passer mon auto. Il y a un problème avec le permis ou pas? Non? Non. Ah si, attendez, peut-être j'ai la feuille du permis. Ça fait combien de temps que vous avez passé le permis? Environ 1 mois. 1 mois? Ouais. Vous avez vu comment vous roulez avec un mois de permis moto? Pierre est dubitatif. Avec 10 ans d'expérience, il a appris à reconnaître ceux qui tentent de lui mentir. On repose la question, y a-t-il un problème avec le permis? Comment? Vous m'avez entendu. Prenez votre temps, vous tremblez, on va laisser descendre un peu la pression. Y a-t-il un problème avec votre permis de conduire pour conduire cette moto? Je vais pas vous mentir, le permis, je l'ai plus, je suis en suspension. Bon, un permis suspendu? Le policier a vu juste. En France, près de 700 000 personnes rouleraient sans permis de conduire. Des délinquants de la route que Pierre traque sans relâche. Rouler très vite au milieu des voitures, c'est la meilleure occasion quand même de se retrouver par terre parce qu'on ne va pas avoir assez de temps pour réagir si on se fait surprendre par une voiture, par exemple, ou un poids lourd, un autocar qui déciderait de changer de voie. Les infractions sont très graves. L'individu est placé en garde à vue. Il risque 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. Retour au QG des motards, où débute le service d'un duo qui détonne. Aurélie à droite et Johanna à gauche. Sur les 210 policiers de la brigade moto, 9 sont des femmes. Ça va? Bonjour, Major. Elles travaillent toutes en duo avec des hommes. Salut. Salut. À l'exception d'Aurélie et Johanna, seul binôme féminin de France. Parvenir à s'imposer dans ce milieu masculin n'a pas été évident. Au début, c'était pas chose simple parce que un petit peu les a priori, 2 femmes,
Et au final, on leur a montré que c'était possible et que ça dérangeait en rien, donc très fière. Si ça n'avait pas été possible avec Jo, ça m'aurait franchement attristé parce que je sais qu'on s'entendait bien sur le roulage, sur le travail, on a à peu près la même méthode de travailler. Je sais qu'elle est plus calme que moi, donc elle a tendance à me canaliser, donc moi je sais qu'il me fallait une binôme comme Johanna. Les deux jeunes femmes ont vécu ces réticences comme un challenge. En leur prouvant que professionnellement ça collait bien, qu'on était carré, que voilà, en fait on a dû faire nos preuves. Ils ont vu que c'était bon, ils nous ont fait confiance et ils nous ont équipés. À 35 et 29 ans, Aurélie et Johanna ont gagné leur pari. Aujourd'hui, leur mission est de s'attaquer à un fléau qui cause de nombreux blessés dans les rues de la capitale. Le téléphone au volant. Lire un message en conduisant multiplie le risque d'accident par 23. Aurélie et Johanna rejoignent le périphérique parisien. Il est souvent embouteillé, alors certains en profitent pour passer des coups de fil. Bonjour. Vous voyez avoir le nez dans le téléphone, comment vous vous décalez à droite et vous faites pas attention à ce qui arrive? Donc le téléphone, c'est pas dans la main. C'est compris? Bonne journée, monsieur. À quelques kilomètres, Aurélie a repéré le conducteur de cette voiture grise. Il est au téléphone depuis plusieurs minutes. Bonjour monsieur, contrôle de police, vous me présentez les papiers? Vous savez pourquoi on vous contrôle, monsieur? Téléphone. C'est exact. Vous savez que le téléphone, ça peut être un retrait de permis maintenant? Je savais pas. Depuis mai 2020, la législation s'est durcie. La police peut suspendre le permis de conduire d'un automobiliste s'il cumule l'usage du téléphone au volant avec une autre infraction. C'est un des premiers facteurs des accidents. Parce que dès lors qu'ils sont au téléphone, ils sont plus concentrés sur ce qui se passe autour d'eux et sur la route. L'homme joue la carte de l'honnêteté. Mais je reconnais que j'ai fait une infraction. Et d'après les fichiers, il n'a jamais commis cette infraction par le passé. Je travaille à l'hôpital, on voit les accidents, on sait très bien quoi. Et c'est la plupart des téléphones. Voilà monsieur, écoutez, je vous remets vos documents. Aurélie et Johanna décident d'être clémentes. Vous m'avez rien fait? Non, on vous a rien fait, monsieur. Parce que vous avez été honnête direct, vous nous avez dit que vous aviez reconnu l'infraction. Juste, j'espère que vous recommencerez pas. Non, je recommencerai pas. Non, franchement. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Le conducteur écope d'un rappel à l'ordre et évite 3 points en moins et 90 € d'amende. Aurélie et Johanna continuent leur patrouille. Et cette fois, c'est le conducteur de cette camionnette blanche qui envoie des textos en conduisant. Bonjour monsieur, vous coupez le contact s'il vous plaît? Vous savez pourquoi on vous contrôle monsieur? Vous avez utilisé le téléphone en conduisant? Non. Vous n'avez pas utilisé le téléphone en conduisant? L'homme se montre moins honnête que le précédent. En fait, j'ai vu juste les SMS. Oui, mais en fait, c'est l'infraction monsieur, vous savez? En France, le simple fait de taper sur son téléphone en conduisant, pour quelque motif que ce soit, est sanctionné. C'est vraiment un fléau en fait. Le téléphone, pour tout le monde, ça devient l'objet essentiel. Dès que ça sonne, on est obligé de regarder. Mais en fait, non. Il faut se dire qu'en voiture, le téléphone, il faut qu'il reste derrière ou dans sa poche. Et si on n'est pas capable de faire ça, je pense que le téléphone, il faut le mettre dans le coffre. Au moins, c'est réglé. S'il sonne, on n'ira pas le chercher en conduisant. Monsieur, vous êtes déjà coutumier défié pour le téléphone. Mais ça fait longtemps. Ah monsieur, vous avez déjà été verbalisé, vous avez déjà été prévenu? Non, s'il vous plaît. L'homme sait qu'il risque 3 points en moins et 90 € d'amende. Il lui reste peu de points sur son permis, alors il s'énerve. Pourquoi j'ai perdu 3 points juste pour un déficit? Si je perds le permis de conduire, je perds de l'argent. Cette année, j'ai payé 1 800 €. Là, je garde le camion, je monte sur les chantiers, je descends, je trouve un amende. Mais ça, c'est pas de ma faute, monsieur. C'est pas moi qui vous mets le téléphone dans la main et qui vous dit de toucher votre téléphone. En France, l'usage du téléphone au volant serait responsable d'un accident sur 10. La sécurité routière n'est pas la seule mission d'Aurélie et Johanna aujourd'hui. Elles poursuivent leur patrouille vers le nord de Paris. Dans le 18e arrondissement, la délinquance est particulièrement importante. 4 500 agressions l'année dernière. Vols, trafic de drogue et vente à la sauvette gangrènent le quartier. Plusieurs fois par semaine, les policiers font des rondes dans cette zone.
Ouais, j'en vois un. Pantalon marron, veste noire. Aurélie repère cet homme qui est peut-être un vendeur de cigarettes de contrebande. Regarde, il a des trucs dans la main. Il est en train de vendre. Grâce à leur moto, elles atteignent le point de vente en quelques secondes, avant que le trafiquant ne prenne la fuite. Bonjour, vous restez là et vous bougez pas, d'accord? Vous me présentez ce que vous avez dans vos poches, s'il vous plaît? Vous posez là par terre. Vous faites quoi ici? Vous vendez les cigarettes? Ces cigarettes sont souvent des contrefaçons. Elles sont encore plus nocives que celles vendues chez les buralistes. Elles sont où les cigarettes? L'homme n'a que 3 paquets sur lui, une technique bien connue des policiers pour échapper aux contraventions. Il cache les paquets de cigarettes dedans ou de la drogue ou des armes et du coup on arrive à les retrouver dedans, mais là je les trouve pas. Elles sont où les cigarettes? Non, Wallah, y a pas. Y a pas? Y a pas. C'est où alors? Il y en a pas ça, cigarette, ça chez maman, il y en a pas. Non, si, il y en a d'autres. Allez, file. L'homme ne montrera pas sa cachette. Ce sont aussi souvent des complices qui dissimulent la marchandise. Aurélie et Johanna continuent leur patrouille pour mettre la main sur ceux qui détiennent le stock de cigarettes de contrebande. Après plusieurs tours d'observation, Il y en a un qui vend là. elle repère ces 2 hommes, cachés derrière un panneau publicitaire. Bonjour. Vous bougez pas, vous restez sur le côté. Monsieur, oh, viens. Mettez-vous là-bas là. C'est bien ça. Bon, il y en a d'autres? Ouh là là, il y en a plein d'autres. Bonne pioche. Les 2 hommes sont des fournisseurs chargés de cacher la marchandise sur eux. C'est combien le paquet? 5 euros. 5 euros le paquet. Alors que dans le commerce, c'est facilement vendu 10-12 euros, je pense. Ces petits trafiquants empocheraient environ 1 euro de bénéfice sur chaque paquet de contrebande écoulé. Donc là, on va lui faire signer un PV de saisie afin de pouvoir récupérer la marchandise et la amener en destruction. Monsieur, on saisit vos cigarettes parce que c'est interdit de vendre sur la voie publique. Vous êtes au courant? Moi, je fais pour avoir le bon. Vous savez pas? L'année dernière, 360 tonnes de cigarettes et de tabac ont été saisies en France pour une valeur de 162 millions d'euros. En un an, 200 revendeurs ont été interpellés à Paris. Quand la nuit tombe, le visage de la délinquance n'est plus le même dans la capitale. Les chauffards espèrent passer sous les radars. Ils savent que les effectifs policiers sont moins nombreux. Mais Yann, le capitaine de la brigade de nuit, ne laissera rien passer. Le public qu'on a la nuit, il a quand même il a une tendance à être un peu moins sympathique avec la police en journée. Donc il faut faire attention à nous. Des automobilistes moins sympathiques avec la police, mais aussi beaucoup plus dangereux. Les gens, ils ont tendance justement à aller rouler beaucoup plus vite que d'habitude. Parce qu'ils ont le sentiment qu'il n'y a personne. Yann et ses hommes commencent par une opération de contrôle sur une zone particulièrement propice aux excès de vitesse, le périphérique. Bon, c'est bon les gars, vous êtes en place? On va se mettre dans ce sens-là. Ce soir, dans la cible de Yann, les 2 roues. Vous étiez quand même vachement sur les voies de gauche pour tourner sur la 4. Vous êtes rabattu quand même un peu bizarrement. Hein. Plusieurs conducteurs font l'objet de verbalisations pour conduite dangereuse. Des collègues de Yann sont tombés sur un cas un peu particulier. Cette moto, dont la plaque correspond à une voiture dans leur fichier. Alors, ça correspond à un véhicule 4 roues. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Défaut de plaque. Qu'est-ce que vous entendez par défaut de plaque? Usurpation de plaque. C'est-à-dire? C'est-à-dire que au lieu d'être là c'est un F et ça devrait être un D. Ah ouais, donc vous avez rajouté un sticker? C'est juste que j'étais persuadé d'avoir un F ici parce que ma lettre était tombée, j'ai remis un... Enfin... Ouais, ok. Non mais voilà, c'est pour ça. Yann suspecte l'homme d'avoir maquillé sa plaque d'immatriculation. La lettre F est formée par un simple scotch noir. Elle remplace la véritable lettre, un B. Une fraude visible à l'œil et extrêmement grave. Ouais, vous savez pourquoi vous l'avez fait? Ah oui, pour échapper au radar. Voilà, de toute façon, on est des motocyclistes, on sait comment ça se passe. Hein. Si ce n'est qu'on n'est quand même pas des imbéciles, quoi. C'est ça que je veux dire.
En changeant une lettre à sa plaque, l'individu a volé l'identité d'un autre véhicule. Depuis plusieurs mois, c'est un autre usager qui reçoit les contraventions à sa place. Là, c'est un délit. C'est punissable d'une peine d'emprisonnement et d'une peine d'amende. Pour ce trafic de plaques, l'homme risque 6 points en moins, 1 500 € d'amende, la saisie du véhicule et jusqu'à 3 ans de prison. Le motard est placé en garde à vue avant d'être interrogé par un officier de police judiciaire. Yann et ses hommes, eux, partent en patrouille dans les rues de Paris. Des rues qui, en pleine nuit, sont presque désertes. De quoi tenter certains délinquants de la route en quête de sensations fortes. Une voiture de grosse cylindrée démarre en trombe. Le sol est glissant et à cette vitesse, il ne pourrait pas éviter un piéton qui traverse. Yann et ses hommes doivent l'interpeller au plus vite. Restez sur le côté tout de suite, ok? Je vous demande pas pourquoi je vous contrôle. Bah, parce que je fais une accélération un peu... Un peu? Vous étiez au plus de 90 sur le boulevard, c'est limité à 50. Ça fait combien de temps que vous avez le permis? À croire que la route c'est un circuit, vous n'allez pas le garder longtemps votre permis. Sans l'intervention des policiers, ce jeune conducteur inconscient aurait pu provoquer un grave accident. Les gens ne pensent pas, il y a les trottinettes maintenant de plus en plus, les vélos, même la nuit il y a beaucoup de vélos. Donc ils prennent pas conscience en fait, ils pensent qu'ils sont tout seuls et ils prennent des risques. L'homme est avec 4 de ses amis. Il a sans doute voulu les impressionner avec sa grosse berline. Et lorsqu'il s'agit de plaisanter, même avec l'administration, il n'est pas en reste. Vous savez que c'est un document administratif? Comment ça? Est-ce que vous savez que c'est un document officiel? Ça? Ouais. Bah oui. On vous demande une signature sur le permis. Votre permis là n'est pas valable. La signature n'est pas valable. Ah bon? Ouais. Pourtant... Vous n'avez pas vu ce que vous avez fait? Oui, je sais, mais pourtant, on m'a jamais rien dit pour ça. On vous demande une signature, c'est une signature, c'est votre signature. Bien sûr, et non un smiley. C'est la première fois que vous voyez ça? Oui. Le smiley surtout, je pense. C'est incongru. En vrai, c'est drôle. Enfin, il y a pire, non? La blague aura fait rire ses amis, mais pas vraiment Yann et ses collègues. Indulgents, ils vont pourtant lui laisser un délai. Il a 1 mois pour refaire son permis. L'homme écope de 90 € d'amende pour conduite avec vitesse excessive. Le lendemain, dans le centre de Paris, au QG de la brigade des motocyclistes. Joris, le jeune motard, prépare sa moto. L'année dernière, il a réalisé son rêve d'enfance, intégrer la compagnie après 14 semaines de formation intense. Je suis rentré dans la police avant tout pour aider les gens, pour leur venir en aide. Et je suis très fier et c'est très rare que je me remette en doute ce choix-là d'être rentré dans la police. J'avais envie de mettre ma passion et mon travail, de réunir les deux en fait. Chaque année, seulement 15 nouveaux motards sont sélectionnés pour rejoindre la compagnie. Alors Joris, l'un des plus jeunes de la brigade, doit être à la hauteur. Les anciens, ce qu'ils nous apprennent principalement, c'est être exemplaire envers notre tenue, parce que la tenue de motocycliste, voilà, elle est quand même représentative de beaucoup de choses. L'exemplarité au niveau de la propreté de la moto. Après, toujours être respectueux, ça c'est en général, mais là, ils appuient encore un petit peu plus là-dessus. Et voilà, ils nous apprennent le sens de la camaraderie encore plus pour les motocyclistes. Ce jeune motard sait qu'il doit encore faire ses preuves au sein de la brigade et sa prochaine mission va lui en donner l'occasion. Ce samedi, la capitale s'apprête à vivre une nouvelle manifestation de grande envergure. Sur la place du Trocadéro, dans l'ouest parisien, les forces de l'ordre attendent plusieurs milliers de personnes qui protestent contre un projet de loi. La mobilisation est placée sous très haute surveillance. Joris enfile un équipement spécial dédié aux missions de maintien de l'ordre. On porte un gilet tactique. Là, j'ai un peu de matériel de premier secours au cas où il y a un de nous, ou même un des manifestants qui soit blessé. On a un peu de nettoyant, du désinfectant, des paires de gants. On a ce qu'il faut pour faire des pansements. On a la couverture de survie,
Après, bon, j'ai un petit peu de matériel de défense, une gazeuse et une grenade de désencerclement. Aujourd'hui, le jeune motard rejoint une brigade toute récente, les Braves M, la brigade de répression de l'action violente motorisée. Il vous a donné un indicatif ou pas? C'est Brave Mike Charlie. Charlie, d'accord. Créée en 2019 en réponse aux violences commises par les casseurs lors des manifestations, cette brigade se compose d'un policier d'une compagnie d'intervention au casque noir et d'un motocycliste au casque blanc. Leur mission, se projeter rapidement sur les points de tension et interpeller les fauteurs de troubles. Vas-y! En tout, 360 fonctionnaires de police sont engagés sur ce dispositif. Cette brigade est dirigée par le commissaire Paul-Antoine Thomy. Ça va? Je vais vous faire un briefing bref et concis. C'est lui qui définit la stratégie du maintien de l'ordre. On a une manifestation contre la loi sécurité globale et plusieurs manifs gilets jaunes. Donc mission pour vous, refluer les manifestants et les orienter pour l'instant, hein, évidemment, vers le haut en contournant. On vide a priori les jardins. Pour le moment, la situation est calme. Les Braves M encadrent la manifestation. Mais le commissaire doit anticiper de possibles débordements. Il ne faut pas se tromper sur la topographie des lieux et donc c'est toute la difficulté, savoir se positionner au bon endroit pour être en mesure d'intervenir rapidement et pour être en mesure de repartir rapidement aussi, le cas échéant. Donc sur cette carte, j'ai le positionnement de toutes les unités ainsi que des commissaires qui leur sont affectés comme autorité civile et je suis en mesure de les géolocaliser précisément. C'est le commissaire qui décide où et quand les unités braves se déploieront pour intervenir. Pour l'instant, Joris et ses collègues sont chargés de fouiller les manifestants. C'est vous ici là. On recherche principalement donc, tout ce qui est objets interdits, tout ce qui est les masques à gaz, les lunettes de piscine et tout ça. C'est des objets qui peuvent utiliser entre guillemets contre nous parce que ça retire les effets des gaz lacrymogènes. Si les policiers se méfient, c'est parce qu'ils savent que des casseurs et des black blocs peuvent se cacher parmi les manifestants. Ouais, donc il y a pas mal de monde qui redescend sur le bouclier vert. La manifestation est en train de prendre fin quand tout à coup des violences éclatent. Certains manifestants dressent des barricades. J'ai besoin que vous projetiez la Brave Mike 3 au niveau de l'avenue d'Elo en renfort de la barricade qui a été montée. Alors là, on a eu les informations comme quoi il y a des collègues qui se seraient fait caillasser. Donc comme on redoutait, effectivement, c'est que lors de la dispersion, il se passe quelque chose. On va voir si on peut porter main forte aux collègues. Les cars de police ne peuvent pas se projeter sur la zone. L'accès est trop étroit. Les Braves M sont mobilisés. Vas-y! Allez, on en Joris et les autres motards sont prépositionnés pour entrer en action rapidement dès que le commissaire en donnera l'ordre. Soudain, la situation bascule. Ah d'accord. Par contre, reste derrière, on se prend des projectiles. Les policiers reçoivent des pavés et des tessons de bouteilles. Le lanceur d'eau est déployé. Il est capable de propulser à haute pression 12 000 litres. Mais cela ne suffit pas à stopper les manifestants qui commettent des dégradations. Alors le commissaire Thomy prend la décision d'évacuer la place du Trocadéro. J'ai besoin qu'on repositionne la CRS au centre de la place afin qu'elle procède au ratissage en appui des autres unités qui se trouvent en périphérie. Les Braves forment des colonnes et investissent la place. Avance, hein. Leur mission, interpeller les récalcitrants afin de vider la zone. Comme ces manifestants allongés au sol, Levez-vous, première fois. qui refusent de quitter les lieux. On l'interpelle. Les premières interpellations commencent sous les jets de pierre.
Joris et Jonathan ne comprennent pas ce déchaînement de violence. Vu ce qu'ils lancent, c'est juste pour nous faire mal, pour nous blesser, voire même pire, pour nous tuer dans certains cas. On a vu pas mal de bouteilles en verre et nous, ça nous inquiète un petit peu parce que bon, on est là pour quand même protéger malgré tout. Et ces gens-là sont contre nous, alors qu'ils voudraient qu'on soit avec eux. Donc c'est incompréhensible de leur part en fait. Après 30 minutes d'effort, la place du Trocadéro est enfin vidée. 23 manifestants ont été interpellés. Paris retrouve peu à peu son calme. Mais pour Joris, la nuit est encore loin d'être finie. Christophe. Joris, ça va? Ça va bien passé? Ouais, et toi? Cette fois, pas de gilet pare-balles, ni de brassard de police. Comment allez-vous? Ça va et vous? La journée? Ça a été. Depuis 6 ans, en plus de son travail de policier, le jeune homme est caporal chez les pompiers dans cette caserne de Nogent-sur-Oise. 3 soirs par semaine, il enfile l'uniforme des soldats du feu. Il y a toujours autant de fierté de changer d'uniforme et de porter, que ce soit au travail, celui de policier ou ici, celui des sapeurs-pompiers. Les gens nous voient vraiment comme, comment dire, pas comme des super-héros, on va pas dire ça, mais comme des gens qui peuvent venir leur porter secours dans n'importe quelle circonstance, n'importe quel endroit, enfin voilà quoi. Avec cette double casquette, Joris constate que souvent, le regard qu'on lui porte change en fonction de son uniforme. C'est triste parce que je suis la même personne. Après, les gens voient la police comme si on était tout le temps là pour faire de la répression, alors que c'est faux, on n'est pas tout le temps là pour faire de la répression. Il y a des gens qui savent très bien que la police sont pas forcément là pour venir les embêter, pour les verbaliser, pour tout ça, mais ils peuvent être là pour assister les gens sur des accidents de la route, sur les cambriolages, sur les choses comme ça. Mais il y a un regard qui ne change pas, celui de ses collègues, toujours aussi admiratifs. Ça fait beaucoup de sacrifices. Quand on voit d'être policier et d'être pompier, après c'est l'envie d'aider son prochain, l'envie d'être au service des autres. Et ben voilà, on part en terre. Avec les pompiers, Joris part en intervention 20 fois par mois en moyenne. Cette fois, il s'agit d'un homme qui souffre d'importantes douleurs abdominales. Joris prend les constantes et évalue le niveau de douleur. Et ça tire jusque dans le dos? Ouais, ça me tire jusque dans le dos. Il semble que je respire, ça me fait hyper mal. Après, en sac, t'es à 100. L'état du patient est inquiétant. Joris et ses collègues le conduisent en urgence à l'hôpital pour des examens complémentaires. Il est 23 h. La nuit promet encore d'être longue. Mener de front ces deux métiers exigeants n'est pas de tout repos pour le jeune homme. Ça demande des sacrifices, hein, ça c'est clair et net. Hein. Il y a peut-être des soirées où au lieu de les passer à la caserne, je préférais les passer avec des amis ou à faire autre chose avec ma famille. Voilà. Mais après, la passion fait qu'on réussit quand même à passer au-dessus de ça. Une passion pour ces deux métiers avec un dénominateur commun, venir en aide et protéger ceux qui en ont besoin. Retour à Paris, avec Aurélie et Johanna, le seul binôme féminin chez les motards. Aujourd'hui, elles doivent remplir une mission assez inhabituelle. Bonjour. Au niveau du trajet, donc, c'est bien avenue Foch. Ouais, vas-y. Raymond Poincaré. Ouais. Les deux jeunes femmes sont chargées d'escorter une manifestation de motards. Une centaine de motos à faire passer dans la circulation parisienne sans provoquer de bouchons ni d'accidents. Allez, au modéré, hein. Ouais, 20, très modéré, 15, 20 km. Les motards protestent contre la mise en place du stationnement payant pour les deux roues à Paris. 150 km de bouchons autour de Paris. Donc en ça, bien évidemment que le deux roues motorisé est une bonne solution. Unis par la même passion pour les deux roues, Aurélie et Johanna connaissent l'organisatrice, qui est impressionnée par ce binôme si peu ordinaire. D'habitude, il y a une femme, ces deux femmes, c'est super. C'est une marque de confiance. La manifestation est sur le point de débuter. Le cortège va traverser la capitale sur 5 km pour rejoindre l'hôtel de ville. Donc c'est un départ de la manifestation pour la TM 220. Dans ce type de mission, un des risques est qu'un automobiliste perde patience et renverse une moto. Aurélie et Johanna doivent avoir l'œil sur chaque intersection. Attends, je vais bloquer à droite.
La manifestation commence à peine que cette camionnette blanche se gare en double file devant le convoi. Allez là, allez-y monsieur, vous allez nous casser les pieds déjà. Ouais, non, vous y allez, vous y allez. Mettez-vous sur la droite là et vous attendez. Mettez-vous là. Ces grands ronds-points sont des zones sensibles. Aurélie et Johanna sont particulièrement vigilantes. Les voitures arrivent vite et quelques mètres plus loin, certains conducteurs sont déjà excédés. Les deux jeunes femmes doivent veiller à ce que les manifestants suivent un itinéraire précis qui a été validé par la préfecture sans jamais en dévier. Mais au bout de 10 minutes, le convoi fait un arrêt imprévu. TNZ1 circulation, on a TM 220. On a le camion qui est avec nous pour la manifestation qui passe pas sous les souterrains. La centaine de motards se retrouvent bloqués en plein Paris. C'est le pire scénario possible pour Aurélie. D'autant que des bouchons commencent à se créer. Alors, la jeune femme prend une décision radicale, se séparer de sa binôme, Johanna. Ça va aller mon petit ? Elle va passer rapidement au-dessus avec le camion, tandis que les motards passeront sous le pont avec Aurélie. Mais alors que les motos franchissent le tunnel sans encombre, le camion sono change soudain de route et se réengouffre dans la voie d'accès au tunnel. Non, il y a le souterrain là. Il faut continuer. Il finit par emprunter l'itinéraire bis prévu par Aurélie. Et quelques minutes plus tard, le cortège se reforme enfin. Aurélie sait que sans son équipier, un policier est toujours très vulnérable. Le risque de se diviser, c'est qu'en fait, il puisse lui arriver quelque chose et que je sois pas au courant. Ah, vous n'étiez pas sereine quand même depuis. Jamais sereine quand on quitte son binôme. Les deux jeunes femmes ont un dernier obstacle à surmonter. Faire passer le convoi malgré un bouchon qui vient de se former. La voie de bus. On va faire la voie de bus. Aurélie et Johanna décident d'emprunter la voie réservée aux bus pour ne pas saturer la circulation davantage. Grâce à la réactivité du binôme féminin, la centaine de manifestants arrive à bon port, devant l'hôtel de ville. Là, on va faire un petit discours devant la mairie de Paris. Ouais. Est-ce que vous laissez passer les véhicules ou pas? Non, là pour l'instant, non. Ok, d'accord. Tout le monde est arrivé et tout s'est très bien passé. Comme quoi, c'est pas les missions les plus urgentes et difficiles qui posent problème, c'est des fois les toutes simples. Il y a un aléa et il faut s'en dépêtrer, il faut trouver une solution rapidement et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Jo. Au QG des motards parisiens, Pierre prend son service. C'est Dani, ça va? Ça va. Il y a 15 ans, il quitte son poste dans l'hôtellerie pour devenir motocycliste. Depuis 12 ans, Pierre s'est spécialisé dans la lutte contre les faux papiers. Le policier conserve une partie de son butin de guerre dans son casier. La grande mode, c'est les fausses cartes de stationnement qui sont souvent des photocopies ou récupérées dans des véhicules. Et là, c'est un sésame parce que ça leur permet d'avoir un stationnement non seulement partout, mais gratuit. Des fausses cartes de stationnement, mais aussi des faux permis de conduire, revendus entre 300 et 4000 € selon les faussaires. Parfois, on a des documents qui sont vraiment faits maison et de piètre qualité, mais il y a des réseaux très structurés qui existent maintenant, notamment sur les pays de l'Est, qui reproduisent de manière très forte les documents authentiques. Mais Pierre a une technique pour débusquer les tricheurs. Sur le terrain, il ne contrôle jamais les automobilistes au hasard. Il a appris à reconnaître les comportements suspects. Comme le conducteur de cette voiture grise. La Clio, là? Qui les regarde avec insistance. Bonjour. Baissez cette vitre. Est-ce que vous avez les papiers du véhicule? Le policier découvre d'emblée que l'homme n'a plus de points sur son permis de conduire. Il peut encore rouler, mais devra raccrocher le volant dès qu'il recevra la notification officielle. Et ça, c'est l'assurance du véhicule? D'accord. Nouvel élément accablant, le conducteur présente à Pierre un certificat d'assurance suspect.
Je vous cache pas que je suis un petit peu étonné que notre assureur, normalement, si il travaille pas mal, il épuise assez rapidement ses stocks de papier. Et ce papier, il a été imprimé, c'est une version de août 2018, imprimée en janvier 2019. C'est-à-dire que bientôt, depuis 2 ans, il n'a toujours pas utilisé sa ramette. Ce qui interpelle Pierre, c'est la date d'impression du papier, bien antérieure à la souscription de l'assurance. Cette fraude est bien connue des policiers. Les faussaires volent des papiers vierges provenant de vrais assureurs et inscrivent ensuite leurs propres données dessus. On va vérifier si cette attestation provient bien d'un assureur et que c'est une vraie. Surtout que dans nos fichiers, le véhicule ne ressort pas assuré. Alors est-ce que l'assureur n'a pas communiqué? Ce qui peut arriver. Donc ça demande petite vérification. Le policier appelle l'assurance en question. Si le certificat s'avère être un faux, le conducteur risque très gros. Jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Bonjour monsieur, c'est les compagnies motocyclistes de Paris, la police nationale. Je m'interroge sur la validité de son attestation d'assurance et je voulais voir avec vous si toutefois ce véhicule était bien assuré dans vos fichiers ou si ce n'était pas le cas. Ah oui, c'est ça, il faut 8 chiffres, hein, donc déjà ça va pas quoi. Et siège social dans le deuxième, c'est la Défense. Ouais, c'est ça, ouais, déjà ça va pas. Ouais. Ok, bon écoutez, merci beaucoup pour tous ces renseignements, ça m'aide énormément. Merci, au revoir. La compagnie est formelle, cet homme n'a jamais été assuré chez eux. Bon, j'ai appelé le siège social, il y a trop d'incohérences, des choses qui vont pas. Ça c'est donc un faux en écriture. En plus de la fausse assurance, David, le collègue de Pierre, suspecte aussi l'homme d'avoir consommé des stupéfiants. Ses yeux sont très brillants. Est-ce que vous consommez des produits stupéfiants? Jamais? Bon. Je fais un test pour vérifier. Vous l'avez déjà fait? Non. Bon. Vous voyez, ici, il y a des petits capteurs. Vous les passez sur votre langue, à l'intérieur des joues, pour qu'on puisse récupérer de la salive. Et après, je mets sur les capteurs. Ce test permet de détecter l'usage récent de stupéfiants comme le cannabis ou la cocaïne en quelques minutes. De plus en plus, lors d'un accident, on se rend compte que la personne qui conduisait avait consommé des produits stupéfiants. Ça commence à prendre tellement d'ampleur que c'est devenu une lutte dans la sécurité routière. En tout cas, on cherche maintenant à augmenter les contrôles. Et là, commence déjà à apparaître un petit peu. Donc ça apparaît un test positif. L'année dernière, en France, près de 800 personnes ont trouvé la mort dans un accident impliquant un conducteur positif aux stupéfiants. Alors vous consommez pas? Jamais? Ah, hier soir. Mais la chicha, il y a quoi dedans? Ah, ils ont fait une blague. Ah là là, et vous l'avez pas senti. Donc on va vous reprocher le faux en écriture et la conduite sous stupéfiant. Les infractions sont très graves. De plus, sans assurance, si le conducteur avait causé un accident, il aurait dû payer des dommages et intérêts aux victimes pendant de nombreuses années. Mais un des passagers n'a pas saisi la gravité de la situation. Donc la voiture, elle va être immobilisée. Ah, mais quand on rentre, on a zéro moyen. Oui, mais pour rentrer, vous allez rouler. Zéro moyen, je vous invite à prendre les transports en commun pour rentrer. En tout cas, je ne peux pas vous laisser rouler dans un véhicule qui n'est pas assuré, on est d'accord? Il tente de négocier avec Pierre pour ne pas rentrer à pied. Vous mettez l'immobilisation à partir de dans 1 heure ou 2, le temps qu'on rentre, on montre. Je vais pas faire un faux, monsieur, vous pouvez pas me demander de faire un faux. Non, pas un faux. Bah si, mettre une immobilisation dans 1 heure, ça s'appelle un faux. Le conducteur est placé en garde à vue. Les collègues de Pierre immobilisent le véhicule, qui finira à la fourrière. En plus de la sécurité routière, l'autre grande spécialité des motards de la police parisienne, ce sont les escortes de véhicules d'urgence médicale. Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre et Joanne qui sont de service. 302 Delta, départ d'escorte. Ouais. 302 Delta, au départ. Lorsqu'un appel d'urgence comme celui-ci retentit, ils savent qu'il faut faire très vite. On est appelé sur une escorte SAMU, donc le problème c'est que c'est pas à côté là. Il va falloir rouler un peu, on va dire. La circulation est dense. Les motards doivent se frayer un chemin à tout prix pour rejoindre le quartier de Montmartre. Arrivé sur place, Jean-Pierre se fait briefer par les pompiers. Salut les gars. Bonjour. Ça se passe où?
Dans la cave. Ils sont tout en haut? 6e étage. D'accord. On va descendre par la courette. Ok. Au 6e étage de cet immeuble, un homme est entre la vie et la mort. Il fait une hémorragie interne et doit être transféré en urgence à l'hôpital. Le Grimpe, l'unité d'élite des pompiers, a été appelée pour extraire l'homme de son appartement. La victime doit impérativement rester en position horizontale pour ne pas aggraver son état. Dès l'instant où la grande échelle des pompiers ils peuvent pas venir, et ben du coup c'est le Grimpe qui intervient. L'état de la victime est très instable. L'homme peut faire un arrêt cardiaque d'un instant à l'autre. Ouais, le seul truc, ouais, c'est en gros, faut que j'évite les à-coups. Ouais, t'inquiète. Johan et Jean-Pierre n'ont que quelques minutes pour mettre en place un itinéraire avec le moins de pavés possible. L'hôpital se trouve à 9 km. On descend comme on est venu, jusqu'à République. Ouais. Parce que là, les pavés, il n'y a que ça ici. Bah, c'est ça. Vu l'heure, ça peut être chargé en plus, donc on sera obligé de... C'est bon? Ah bah il faut y aller. Dans la circulation, 302 Delta, départ. Comme le redoutait Jean-Pierre, il y a beaucoup trop de pavés. Mais c'est le seul itinéraire possible. Le SAMU doit rouler très lentement pour éviter les secousses et perd déjà un temps précieux. Jean-Pierre sait que chaque minute compte. Avance, allez! Les policiers veulent à tout prix rattraper le retard. Johan, en tête, prend une décision radicale, emprunter une avenue en contresens. Une manœuvre risquée pour le motard, car les voitures qui arrivent ne s'attendent pas à le trouver sur leur voie. Mais le pari est payant, le convoi gagne de précieuses secondes. Jean-Pierre et Johan ont choisi de passer par le périphérique pour éviter de nouveaux pavés. Il est 18h, c'est l'heure de pointe. Les voitures sont à l'arrêt. Alors, Johan et Jean-Pierre décident de créer une 4e voie pour le véhicule du SAMU. Le convoi progresse, quand soudain, dans un tunnel, cette voiture noire refuse de se rabattre. Johan manque de la percuter. Alors qu'il ne reste plus que quelques centaines de mètres avant de rejoindre l'hôpital, mauvaise surprise pour Jean-Pierre. Des pavés attendent à la sortie du dernier virage. Le SAMU est une nouvelle fois obligé de ralentir. L'homme est toujours dans un état critique. Le véhicule accélère une dernière fois. Arrivée d'escorte sans incident. Bon, désolé pour les pavés, mais on ne pouvait pas faire autrement là. Ah non, il n'y a aucun souci là. Au top, comme d'hab. Bon courage. Merci vous aussi. Au revoir. Grâce à Jean-Pierre et Johan, le convoi a gagné de précieuses minutes. L'homme a pu être opéré en urgence. Sans les motos, on peut rajouter 20 minutes de temps de trajet. C'est énorme dans Paris. En plus, là, c'est la mauvaise heure. Si on devient motocycliste, c'est pour faire ce genre d'escorte. Donc ouais, nous, ça nous fait plaisir. On sert à quelque chose. L'année dernière, 1600 escortes médicales ont été réalisées par la brigade moto de Paris. Jean-Pierre et Johan reprennent la route, direction le périphérique parisien. C'est l'axe le plus fréquenté de la capitale. 200 000 véhicules l'empruntent chaque jour en moyenne. Jean-Pierre et Johan ont pour habitude d'y traquer quotidiennement les comportements dangereux ou inhabituels. Jean-Pierre remarque un véhicule qui roule porte arrière ouverte. Il décide de le sortir du périphérique. Bonjour, je vous ai fait sortir, votre porte elle est ouverte derrière. Ouais, vous n'avez pas vu, c'est pour éviter que le matériel il aille sur le périph', quoi. L'homme transporte du matériel de chantier.
Les policiers ne savent pas depuis combien de temps ils roulent ainsi. Alors, ils vont rebrousser chemin pour vérifier qu'aucun objet ne soit tombé. La circulation sur le périphérique est si dense que le moindre incident peut avoir des conséquences dramatiques. Et la crainte des policiers se confirme. L'homme a fait tomber une grande planche de bois sur le bitume. On va couper tout le périph', il y a une planche entre la voie 1 et la voie 2 sur le périphérique. Donc c'est dangereux pour les deux roues. On y va et puis on commence direct le bouchon mobile. Stopper la circulation sur les 4 voies du périphérique est une manœuvre très risquée. Jean-Pierre et Johan commencent par ralentir les voitures grâce à une technique bien précise issue de leur formation. Ils slaloment de voie en voie avec leur moto. Et en quelques secondes, les voitures s'arrêtent. Restez là, restez là. Jean-Pierre peut mettre pied à terre pour retirer la planche. Là c'est dangereux parce que s'il y a un deux roues qui roule sur cette planche, c'est la gamelle assurée là. Et là, vu qu'on a bloqué le périph', on va relancer, mais tout doucement, parce que sinon les gens ils vont repartir à Mac 2. Voilà. C'est bon! Jean-Pierre ne croit pas si bien dire. Ce scooter de livraison profite de la situation pour prendre de l'avance sur les autres véhicules. Suivi de près par de nombreux deux roues qui ne louperaient la pole position sur un périphérique désert pour rien au monde. Jean-Pierre et Johan reviennent eux sillonner les rues de la capitale pour protéger les Parisiens des délinquants de la route. Chaque année, les 210 motards de la préfecture de police de Paris procèdent à plus de 220 000 interventions et verbalisations.